Hop, voilà. Salut les petits abricots d'Alabama. Bon, bah, c'est Captain Morpheus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, hein, le plaisir, et ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose avec lui, de recevoir le comics Guardian, comme on dit en anglais. Euh, Salut comics, comment ça va? Eh ben, ça va très très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait très très plaisir, surtout pour parler de comics, Ben oui. évidemment. Et bah, merci à toi et j'espère que tu vas bien du coup. Ben écoute, moi je vais bien, toi ça va? Tout va bien de ton côté? La chaîne, est-ce que tu as de l'actu en ce moment justement? Comment ça se passe ta chaîne? Parce que moi je suis tout ce que tu fais, je kiffe. J'ai dit tiens, les petits jeunes, parce qu'on dirait pas comme ça, ben, j'ai un certain âge, et j'ai dit tiens, c'est bien, la relève est là. Mais en tout cas, voilà, est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne, ce que tu y fais et tout ça? Bah, en gros, moi sur ma chaîne, ce que je fais, c'est que je parle de ce qui me plaît. Et ce qui me plaît le plus, ben, c'est les super-héros. Que, Ouais, que ce soit en version papier, parce que voilà, c'est de là qu'ils viennent, hein, c'est là leur origine, c'est le papier. Donc que ce soit la version papier, que ce soit en série, en film, ouais, voilà, je parle de tout ce qui tourne autour des super-héros et j'essaye d'attirer les gens vers le comics ouais. grâce bah, au MCU, au DCU, aux séries qu'on a actuellement. Donc je pars de ces trucs-là et grâce à ces trucs-là, je me dis, bon, bah, si vous voulez en savoir plus sur les persos que vous voyez à la télé, n'hésitez pas à aller lire les comics parce que vous verrez que parfois c'est ressemblant, parfois c'est complètement différent, mais c'est tout aussi bien, voire mieux. Donc voilà, mon but c'est ça, c'est d'emmener les gens à aller lire des comics. Ben, c'est une belle démarche, mais très très bien. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché avec toi dès le départ, hein, dès que j'ai connu ta chaîne et dès que on a pu un petit peu échanger. Alors c'est vrai qu'on se chambrait sur le côté DC Marvel parce que comme tu peux le constater, hein, regarde, hein, j'ai un t-shirt Avengers, ça, tu vois, je t'ai fait honneur, hein. Parce que tu vois, en faisant ce docu, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas ni pro l'un ni pro l'autre. Je pense que quand tu aimes les comics, tu n'as pas le luxe, tu vois, de choisir entre les deux. Moi, enfin, c'est mon idée par rapport à ça. Je comprends les gens qui sont plutôt Marvel, surtout en France, parce que cette interview, c'est surtout autour de la culture comics en France. Voilà. Mais après, en revanche, je me suis rendu compte en faisant le documentaire que finalement, moi, j'adorais Marvel aussi. J'avais enfin, des souvenirs énormes avec Marvel. Le truc, c'est que c'est vrai que je suis plutôt en réaction à ce qui se passe avec le MCU et ce genre de choses qui, pour moi, y a un souci. On va en parler tous les deux. Mais c'est vrai que euh, voilà, c'est Marvel, ça reste quand même une entité énorme par rapport aux comics. Et je pense que quand tu es amoureux de comics comme toi et moi, on n'a pas le luxe vraiment. On peut avoir une sensibilité plus forte suivant notre historique, suivant la période aussi où on est né. Mais je pense que on n'est pas voilà. Et donc moi, c'est la première question que je voulais te poser. En quelle année tu es né, quel âge tu as, si tu peux le dire, ou tu peux donner une fourchette, Bien sûr. des années dans lesquelles tu es né, et comment tu es tombé dans la marmite du comics, en fait. Alors, bah, c'est très simple. Moi, je suis né en 1991, donc Ok. je viens d'avoir 30 ans là cette année. Et en fait, moi, c'est très très simple. C'est quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup beaucoup de mal à lire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore le cas, hein. Sortie Ouais. des comics, si le bouquin m'intéresse pas, mais genre à 1000%, c'est quasiment impossible que je le lise et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et du coup, en fait, bah, comme beaucoup d'enfants dans le début des années 90 et ensuite fin des années 90 et début des années 2000, ben, on connaît les super-héros, c'est-à-dire on les voit en dessin animé à la télé, on a des cartables pour aller à l'école de Superman, de Batman, de Spider-Man. Donc tu les connais, c'est dans la culture populaire, mais tu sais pas vraiment d'où ils viennent. Et en fait, moi, la grosse claque, c'était vraiment bah, en 2000, il est sorti le mois de mon anniversaire, si je dis pas de bêtises, le X-Men de Bryan Singer. Ok. Et du coup, j'avais pu le voir. Et c'était vraiment la claque parce qu'en fait, je m'étais dit, mais c'est incroyable parce que moi, je les avais vus en dessin animé. Mais je m'étais dit, attends, là, c'est des mecs comme moi, des filles comme moi, c'est-à-dire des humains et je les voyais faire des trucs incroyables. Et je me disais, mais waouh, c'est quoi ce truc? Et c'était vraiment la claque. Et du coup, j'avais dit à mes parents,
Ben, j'adore les super-héros, etc. Et eux, ils m'avaient du coup ramené. D'ailleurs, tu sais, j'avais oublié cette anecdote-là. Et c'est Ouais. ma mère qui m'en a parlé il y a 2, 3 semaines parce elle m'a dit, ouais, regarde, j'ai regardé des trucs dans les cartons, dans le garage, etc. Et elle a retrouvé un comics, mais tu sais, je ne me rappelle même plus, je ne savais même pas que je l'avais lu et j'en ai aucun souvenir. Mais en gros, elle m'avait sorti un comics d'une collection X-Men qui était sortie à cette époque-là en kiosque, hein, dans les bureaux de tabac. Et en Mhm. gros, bah, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu un déclic, je pense, pour les comics. Mais ça a mis un peu plus de temps parce que j'ai dû attendre, je pense. Bah, moi, en fait, je suis le plus grand de ma famille. Donc, j'ai pas de grand frère ou de grande sœur qui m'a apporté les comics, qui m'a dit, tiens, petit Oui, mais frère. c'est quand même tes parents, quand même. Ça démontre bien. Bon, je dirais pas, tu pourrais être mon fils, mais bon, j'ai une fille qui a dans la vingtaine d'années, si tu veux. Elle est amoureuse de comics aussi. C'est parce que je lui ai apporté. Donc, je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, effectivement, ben, dans les années 2000, et je l'ai montré dans le documentaire, 90% des gens vont tomber en relation avec les personnages de comics, ils vont tomber sur eux par le biais de la télévision ou du cinéma. Mm. Toi, tu as eu de la chance parce que tu es tombé sur une des meilleures œuvres au cinéma qui t'a vraiment mis la claque. Le déclic, il est venu de X-Men de Bryan Singer, quand même, qui transpire, même si Bryan Singer, lui, n'était pas Ah oui, hyper fan clairement. de comics, mais ça transpire quand même les personnages et voilà, et donc à partir de là, tu es tombé quand même sur un bon film qui amène l'essence des X-Men, on peut le dire comme ça. Donc tu as eu de la chance, et je pense que c'est ça aussi qui t'a permis de bien coller avec la culture comics derrière. Et ça vient de tes parents qui, à leur époque, eux, n'avaient que les comics pour pouvoir avoir un contact avec ces super-héros. Donc tu as vu, suivant les générations, le réflexe. On va Ouais, avoir bien le sûr. réflexe de partir là-dessus. Et Alors ensuite, vas-y. après, pour être très honnête, hein, mes parents ne sont pas des lecteurs de comics, hein, pas du tout. Non, 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 Mais mais c'est dans leur juste culture, ouais, voilà. à En l'époque, fait, oui. comme ils ont vu que j'adorais ça, j'adorais Mm. les super-héros, ils ont dû, je sais pas, un jour, ils ont dû aller acheter, mon père a dû aller acheter le journal et il a vu un truc avec des super-héros. Il s'est dit, bon, allez, je vais lui acheter, ça va lui faire plaisir. Et du coup, voilà, je suis tombé. Mon premier contact, on va dire que c'est ça, mais c'est quand même quelques années plus tard, je dirais début collège, où j'ai Ouais. vraiment commencé à en lire de plus en plus. Ouais, c'est vrai que je pense que pour tout le monde, les années collège, n'importe quelle génération, hein, sont un point déterminant parce que je pense que déjà, sociologiquement, quand tu arrives au collège, mais tu vas chez les grands. Il y a, on va pas parler de moi longtemps, mais moi, ça a été ça, quoi. C'est-à-dire que quand j'arrive au collège, j'étais un peu en retrait. Et dans mon cartable, j'avais mes comics à la récréation. Et c'est ça qui m'a permis de connecter avec les autres élèves du collège où j'allais. Donc, c'est vrai que je pense que les années collège, c'est un âge où justement, en tant qu'être humain, on se cherche. On essaye de trouver une version peut-être meilleure de nous pour pas, par rapport aux autres. Et c'est vrai que les super-héros, nous font cette évasion-là. Donc ça, je trouve que tous les gens que j'ai interviewés, ils sont tous sur cette branche-là. Cette période-là entre 10 et 15 ans, où vraiment, c'est là que la culture comics s'enclenche. Mm. Après, c'est trop tard, tu vois. Il y a plus ce côté-là. Mais à cette période-là, je pense que c'est une période charnière quand tu aimes les comics. Donc vas-y, continue. Et après, ça s'est passé comment Ben, comment tu as enchaîné bah, du coup, ouais. Donc, entre le moment où je te dis où j'ai eu ce premier X-Men, voilà, que j'ai découvert, mais j'ai vraiment clairement pas de souvenir, hein. Si ma mère me l'avait pas ressorti, je m'en souvenais même pas. En Ouais. fait, bah, début collège, moi, j'avais un ami à moi qui a un grand frère et lui lisait des comics. Moi, je savais ce que c'était, mais ça m'intéressait pas plus que ça, on va dire. Tout à Et fait. en gros, quand j'étais chez lui, bah, un jour, j'ai pris un comics que j'ai lu et j'ai adoré. C'était vraiment excellent. Et ce comics-là, bon, j'ai eu de la chance, tu me diras, parce que je suis tombé sur un long Halloween. Donc moi, je savais pas à l'époque que c'était un classique, etc. Et du coup, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment bien, en fait. Tout l'univers autour de Batman, ses enquêtes, etc. Je me suis dit, ouais, c'est un truc, vraiment, j'ai ressenti des émotions que j'avais jamais ressenties en lisant un livre, parce qu'on va pas se mentir, ce que tu lis au collège, bah, parfois c'est un peu barbant, ça te fait pas, même si plus tard tu te rends compte que les écrits
sont vraiment très bons, etc. Mais moi, à l'époque, ça m'avait pas transcendé. Ouais. Et là, j'étais tombé sur ce comics-là, donc sur Batman, qui, pour le coup, m'avait vraiment marqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, donc là, on est début, milieu des années 2000, quoi. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus aux comics et à aller moi-même avec mes parents, leur dire, voilà, j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de lire tel personnage, j'ai envie de découvrir tel autre personnage. Donc voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là, le déclic, c'est vraiment le long Halloween que j'ai lu. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé à parfaire ma culture comics ou au moins apprendre ce qu'étaient les comics. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu as eu les déclics quand même sur des œuvres, que ce soit au niveau cinématographique ou que ce soit au niveau papier. Tu as eu des déclics sur des œuvres qui sont charnières dans l'histoire du comics. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, tu as une petite étoile, tu as un gardien au-dessus de toi, tu vois, tu as un vrai gardien, tu as un vrai le comics gardien, en fait, voilà, c'est pour toi, mais ça. il existe. Tu as un vrai gardien au-dessus de toi qui t'amène les bons, les bons résultats. Mais on a ce truc en commun, c'est que moi, très jeune, j'ai un autisme, j'ai du mal à lire des livres. Je m'endors, il faut vraiment que ça me passionne, comme tu as dit. Je lis beaucoup de livres qui sont hors littérature, en fait. Tu vois, je vais lire, justement, dans le comics, je vais lire beaucoup de livres sur la psychologie des super-héros, sur leur création, tu vois, des livres un peu documentaires, ça va m'intéresser. Et c'est vrai que le comics, il m'a amené ce côté, voilà, moi aussi, je peux mettre la tête dans un bouquin. Il y a beaucoup d'images, donc voilà, c'est un dessin animé que je peux regarder quand je veux, un peu déstructuré, mais quand je veux. Donc ça, Ouais, c'était intéressant. Donc voilà, Long Halloween, ça a été ton premier aussi support papier, on va exactement. dire comics, voilà. Donc, comme je le sais en plus, donc toi, tu es fan de Thor. Donc, quelle est ta rencontre avec Thor? Pourquoi ce personnage en particulier? Parce que finalement, c'est peut-être ça qui t'a ensuite permis de persister dans le comics. Ouais, exactement. En fait, c'est très simple. Quand j'étais en primaire, Mhm. je devais faire un exposé sur la mythologie égyptienne. Et, Ouais. euh, et en fait, quand j'ai fait cet exposé-là, j'ai franchement accroché avec toute cette mythologie. Mhm. Et en fait, j'ai continué à m'intéresser aux différentes mythologies. Et ce qui est bien à l'école, enfin à mon époque, quand je dis à mon époque, on a l'impression que genre je suis archivieux et tout, mais en fait, quand moi j'étais en primaire et collège, je sais pas si c'est toujours dans les programmes, mais en tout cas, il y avait les différentes mythologies. Il y avait la Ouais. mythologie égyptienne et après on apprenait la mythologie grecque, etc. Donc Mhm. c'est vraiment quelque chose avec cette mythologie-là, la mythologie égyptienne. J'avais vraiment beaucoup accroché à ce moment-là. Et je me souviens même que j'avais commencé, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu avais des collections Hachette, Altaïa, etc., où tu Tout à pouvais fait. avoir toutes les figurines des divinités, etc. Et du coup, j'avais demandé à mes parents de commencer cette collection-là et j'avais fait une collection des divinités égyptiennes. Et Mhm. ensuite, j'ai appris à connaître la mythologie grecque, pardon. Et puis, un jour, je suis tombé sur un personnage que je connaissais pas tant que ça, mais que j'avais déjà entendu parler de lui et je m'étais dit, ouais, il est quand même pas mal, il est classe, le mec a un marteau, le gars est un dieu et il fait des trucs vraiment hyper classe et tout son univers surtout et m'a beaucoup plu, m'a vraiment parlé. Et du coup, voilà, c'était ma première rencontre avec Thor, ça a été via la mythologie nordique, du coup. Et ensuite, j'ai découvert que chez Marvel, il existait, c'est-à-dire qu'il s'était inspiré de ce perso-là et aussi de la concurrence à l'époque, parce que la création de Thor, elle est aussi beaucoup en réponse à ce qu'avait fait DC avec Captain Marvel, qui est devenu depuis Shazam. Mais en Ouais. gros, c'est quand même pas mal inspiré de ce personnage-là. Et j'ai tout de suite accroché, et du coup, à partir de là, j'ai commencé à acheter des comics en rapport avec Thor. Je me souviens, il y avait un comics, tu sais, c'était les Strange Origins. Je sais pas Oui, si tu te, ok. si tu te rappelles. Bah, Voilà. bah, bah, pouf, spécial Voilà. origine. T'imagines, moi, à l'époque, parce que toi, tu es arrivé dans les années 2000, à Ouais, l'époque, moi, je lisais les Strange Origins, c'était la maison d'édition Lug ouais qui, Lug, ouais, c'est ça. Ouais. voilà, qui sortait ça. Il n'y avait pas encore Semic.
Semi qui n'avait pas récupéré les Strange. Donc moi j'ai des Strange spécial origine, surtout en sachant que moi dans les années 80, du coup, tu vois, dans notre culture on a 20 ans d'écart, mais dans les années 80, on avait les spécial Strange origine qui étaient sortis dans les années 60-70. Donc, on avait quasiment 15 ans, 20 ans de retard sur les histoires. Quand moi, je partais aux États-Unis ou que j'étais en contact avec mes cousins aux États-Unis qui me racontaient des histoires, et moi, je leur dis, je suis en train de lire ça, ils me disent, mais ça, c'est les trucs que lisait mon père. Ça faisait bizarre, tu vois, déjà au niveau. Parce que moi, en plus, je te parle des Strange Origins, mais je les ai pas achetés quand ils sont sortis, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Je les ai récupérés après, quand je me suis vraiment intéressé au perso et que j'ai voulu vraiment découvrir, parce que j'aimais vraiment ce perso-là et je voulais savoir, c'était quoi le point de départ, en fait. Son délire, voilà. Et ce qui était cool avec les Strange Origins, c'est que tu avais vraiment la première apparition du perso. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu rattraper cette histoire-là pour savoir d'où il venait. Et donc voilà, ma rencontre avec Thor, c'est vraiment, je te dis, le côté mythologie à l'école qui m'a emmené ensuite vers la mythologie nordique. Et ce personnage-là que j'ai retrouvé du coup finalement dans les comics. Et depuis, c'est une histoire d'amour sans fin. Mais oui, mais forcément. Alors, c'est justement, on va se baser sur ce personnage par rapport à toi pour justement essayer de voir un petit peu le traitement, parce que c'est vrai que avant qu'on ait le MCU, Thor, il était juste apparu brièvement dans un téléfilm avec l'incroyable Hulk en version vraiment Dieu. Ouais, c'était pas vraiment un super-héros, c'était plus là on était sur un truc, on était très cliché du Viking, tu vois, à cette époque-là. D'ailleurs, j'ai retrouvé cet acteur dans un film qui s'appelle Sacré Robin des Bois, où il joue Petit Jean. Je vous mettrai ça à l'image. On dirait Thor, en fait. En fait, ce gars-là n'a joué dans sa vie, il a joué que ce rôle. Le grand blond viking, tu vois, quasiment. On dirait tort. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui, pour moi aussi, revêt une importance parce que tu connais mon amour de la mythologie. Donc ça me fait plaisir d'entendre que tu es arrivé aussi par ce biais-là au personnage, même si Marvel s'inspire du personnage de la mythologie sans vraiment être dans la précision. On sait que c'est Thor, le dieu du tonnerre, le fils d'Odin. C'est quelqu'un qui est hyper puissant finalement dans l'univers Marvel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres super-héros qui peuvent lui tenir la dragée. C'est un dieu, donc tu peux faire difficilement moins qu'un dieu. Et puis on a la discussion. D'ailleurs, si je peux juste me permettre, bien sûr. Au moment où ils ont créé le personnage, donc début des années 60, en fait, tu sais, c'était le moment où ils créaient plein de persos, où ils ont créé Hulk, ils ont créé juste derrière, ils créeront Spider-Man, ils ont créé voilà les 4 Fantastiques, etc. Et en fait, au moment de créer Thor, ils se sont posés, donc Stan Lee et Jack Kirby, et ils se sont dit bon, attends, on a Hulk qui est hyper fort, on a les 4 Fantastiques, qu'est-ce qu'on peut créer d'encore plus fort? C'est parce que genre c'était l'escalade, quoi. Bon, on a un mec qui est très fort, on veut encore plus fort, encore plus fort. Et ils se sont dit, en fait, est-ce qu'on peut faire vraiment plus fort qu'un dieu? Et ils ont dit, bon, voilà, le prochain qu'on va créer, c'est un dieu. Et du coup, Jack Kirby a choisi Thor parce qu'il avait déjà fait d'autres persos qui étaient. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un Thor dans l'univers de DC à l'époque, mais je me souviens plus trop exactement. Et en fait, il y avait les dieux de légende chez DC et tout ça, donc ça c'était les vrais dieux, tu vois, directement. Mais c'est vrai que Jack Kirby, tu vois, bon, c'est lui qui a créé Darkseid, tu vois, du côté DC, là, c'est un monsieur qui a créé. Moi, j'étais pas fan de ses dessins. Quand j'ai des dessins de Jack Kirby, ils sont un peu rabougris comme ça tout le temps. Ils sont toujours fâchés. Ils sont toujours penchés, toujours fâchés. Il y a une espèce d'énergie dans les dessins de Jack Kirby. En tout cas, ses histoires, enfin tout le lore autour de ces personnages, c'est toujours gigantesque. Et c'est vrai que voilà, donc Thor, voilà, toi c'est de ce côté-là. Et moi, j'aime ce côté-là chez toi aussi, c'est que effectivement, il y a tous les ingrédients qui fait que tu as une connaissance globale du personnage. Tu vois, ça c'est intéressant parce que dans culture comics, il y a aussi culture. Les gens oublient ça. C'est-à-dire que le comics est une culture à part entière, mais il est aussi le résultat d'une culture extérieure, la plupart et très souvent. Donc toi, c'est le personnage qui te tient le plus à cœur. Donc comme je te disais, on l'avait vu traité très rapidement dans l'incroyable Hulk, et ensuite donc on a le MCU qui nous sort un film carrément sur le dieu du tonnerre. Donc toi,
quelle a été ta première réaction? On va parler aussi des films d'après, mais sur le premier film, toi qui étais un amoureux du personnage, qui l'avait lu et relu dans les comics, quand tu le vois apparaître dans le MCU, comment tu réagis à ce moment-là? Alors déjà, moi, il faut savoir que quand le film sort, Mhm. je suis comme un dingue. Parce qu'en fait, voilà, c'est un perso que j'ai lu, je t'ai dit, que ce soit dans des éditions qui sortaient en kiosque ou dans des albums qui sortaient en librairie. Et voilà, c'est vraiment un truc que, en fait, je m'y attendais pas. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Il y a vraiment un film juste sur Thor. Je me suis dit, bon, un jour, ils vont faire les Avengers, il sera dedans. Mais juste sur Thor, c'était quelque chose que je pouvais pas imaginer. Et du coup, j'étais très, très content. Et surtout qu'à ce moment-là, évidemment, les Panini qui voulaient vendre des comics sur le personnage a sorti plein de trucs sur le perso. Moi, ça m'a permis bah, du coup de rattraper des épisodes que j'avais pas pu lire à l'époque parce qu'ils étaient plus disponibles ou alors ils étaient sortis en kiosque mais tu les retrouvais pas, etc. Du coup, ça m'a permis d'acheter plein de trucs que j'avais pas sur Thor. Et quand j'ai été voir le film, bah, en fait, au tout départ, j'étais vraiment comme un gamin parce que je voyais le personnage des comics à l'écran. Je voyais Asgard. Enfin, la première fois où j'ai vu le plan Poh. sur Asgard, où c'est une cité tout en or, etc., je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Et ce que j'aime en fait avec ce film-là, contrairement à ce qui se fera plus tard, c'est que, bah, en fait, là, j'avais l'impression de retrouver. Alors, effectivement, c'est pas une adaptation 100%, comment dire, elle est pas bonne à 100%, mais au moins, je retrouvais les persos que j'avais lus, c'est-à-dire que je retrouvais Sif, je retrouvais les trois guerriers, je retrouvais Odin, je retrouvais Loki, je retrouvais Frigga, en fait, je retrouvais tous les persos que moi j'avais lus dans les comics, C'est ça. et surtout, bah, je voyais Mjolnir, je voyais Jane Foster, et du coup, eh ben, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait très plaisir la première fois où je l'ai vu. Bien Ouais. évidemment, il y a quelques problèmes, hein, il y a des trucs qui m'ont dérangé un petit peu, Ouais. mais globalement, tu vois, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas Donald Blake, moi, c'est un truc qui m'a dérangé parce que, J'allais te dire, j'ai dit, mais comment se fait-il, il n'y a pas Donald voilà, Blake? Tu vois, voilà. Alors c'est oui, juste, on y fait référence, il a un petit badge Donald Blake quand il est à l'hôpital, etc. Mais c'est ça, ouais. effectivement, quand tu as lu les origines de Thor, bah, Oui, tu sais très bien que les deux persos sont intrinsèquement liés, surtout quand carrément. il est sur Terre. Donc c'est vrai que c'était bizarre. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Peut-être qu'il trouvait le côté cheap du mec qui tape une canne pour se transformer en Thor. Je me suis dit, allez. Wow, Mais ouais. globalement, j'étais très content de retrouver tout cet univers que j'avais découvert dans les comics, du coup, au cinéma. Là, mais si tu enlèves Clark Kent de Superman, c'est bizarre aussi, tu vois. Tu vois, à un moment donné, C'est un peu bizarre. il y a tout ça, mais voilà. Et justement, tu sais, pour faire cette émission, je fais un petit peu un rapport avec les États-Unis. Donc, je vais te poser la question pour savoir à toi, en tant que Français, comment tu vois les choses justement par rapport, toi qui connais bien un personnage, donc tu vas pas pouvoir répondre à cette question. Pour toi, sur un film, je veux dire deux super-héros, pas avec des super-héros, hein, tu connais la nuance entre les deux. Pour un film de super-héros, tu mettrais à combien le pourcentage pour que tu valides le film, d'accord? Ça serait combien le pourcentage entre la partie technique, cinématographique, scénario, tout ça, ok? Et la partie comics, c'est-à-dire pour toi, en ratio, pour que le film soit validé, il faut que tu aies combien à peu près pour pouvoir valider un film? Tu veux dire combien, genre, d'inspiration par rapport au Voilà, comics, c'est ça? sur 100%, tu vois. Après, je te dirai les chiffres que moi j'ai Ouais. recueillis sur les sondages. Mais sur 100%, tu donnerais quelle partie au comics et quelle partie au film pour que le film soit bon pour toi dans ton esprit. Ouais. D'accord. Quel pourcentage tu mettrais pour la partie cinéma et pour la partie comics pour que ce soit bon? Je connais un peu ta réponse, mais pour toi, pour être validé, ça serait combien? Bah, je sais que c'est quasi impossible d'adapter à 100% ce que nous, on a eu dans les livres parce que déjà, il Mhm. y a des dizaines d'années d'histoire et que parfois les choses en comics ont un peu mal vieilli, on va dire, et que Oui, carrément. Ouais. c'est pas adaptable à notre ère moderne, on va dire. Oui. Mais moi, je pense qu'il y a des canons qui doivent être respectés. C'est-à-dire, il y a des Ouais. choses sur lesquelles tu peux pas changer, en fait. Ok. C'est-à-dire, je sais pas moi, le fait que Thor et Donald Blake soient
intrinsèquement lié, ça normalement tu peux pas le changer. Et en fait, donc moi je dirais que pour être satisfait, il me faudrait, allez, franchement 80%, 80% du pur comics. Et allez, on va dire les 20 derniers pourcents, s'ils veulent s'écarter un peu des trucs qui les dérangent, ou alors s'ils veulent moderniser un petit peu le truc, on leur laisse genre 20%, mais un bon 80%. Ok, mais tu vois, c'est fou, hein, parce que les gens qui ont la culture comics, entre guillemets, ils répondent globalement la même chose. Alors, en France, je te donne juste les chiffres, hein, ils seront dans le documentaire. Ouais. Sur 100 personnes qui ont été Interroger. interrogées, hein, tout public confondu, hein, personnes qui aiment les comics, qui n'aiment pas les comics, tout public confondu, en France, hein, là je te dis les chiffres français, pour des Français, pour que le film soit considéré bon et tout ça, pour eux, justement, c'est 80%. Il faut que le film soit bon, le scénario soit bon, que Ah voilà, ouais. que la technique, la colorométrie, enfin tout ça soit bon. Et la partie comics en France, c'est 20%. Ah ouais. Ah, c'est C'est-à-dire que dur. sur une note sur 10, un film qui Thor Ragnarok peut avoir un 8 sur 10, tu Bah, vois, parce que la partie cinématographique a été respectée. Point bah, c'est barre. pas pour rien que c'est le préféré des gens, hein, du coup. En France. En France, oui, oui. OK? Après, moi, Donc, je parle pour la France. Aux États-Unis, je sais pas. Je parle pour la voilà. France. Et aux États-Unis, tu vois, ils sont un peu plus pondérés que toi. Pour que le film soit bon, c'est 50-50. Ok. Tu dois, dans ce que tu fais, OK, on prend en considération que tu amènes ça au cinéma, qu'il y a des trucs que tu peux faire et des trucs que tu peux plus faire. Quand tu relis, là, j'ai relu les spéciales origines des 4 Fantastiques, j'ai dit, wow, ça a vieilli, mon Dieu. Bah, oui, oui, Mais si tu veux, là, ils sont en train de parler, de reprendre les histoires spéciales origines et de les dessiner avec les dessinateurs d'aujourd'hui et avec l'époque d'aujourd'hui. Tu oui. vois? Donc, ça peut être intéressant. Euh, Bah, c'est ce donc, qu'ils ont fait un peu pour Spider-Man, les oui, tout X-Men, à et fait, tout à avec fait. la série Ultimate, et même les Avengers d'ailleurs. Moi, Et j'ai en fait, kiffé ils l'histoire d'une vie de ont. Spider-Man, là, c'est énorme, quoi. Ouais, ça c'est très bien où ils le font grandir de décennie en décennie, mais tu as aussi les Ultimates où en gros, ils sont, ils sont repartis. En fait, ils ont fait une Terre parallèle, donc la Terre, Ouais, ouais. l'univers Ultimate, mais en gros, ils sont repartis de zéro en recréant enfin, en refaisant les origines de Spider-Man, en le Mm, faisant grandir, en le faisant avoir les mêmes arcs narratifs qu'il avait eu dans l'univers principal, mais en modernisant. C'est-à-dire que là, tu avais, les téléphones portables, tu avais, voilà, enfin, c'était vraiment dans ouais. l'ère des années 2000. C'est carrément, carrément, carrément. Mais là-dessus, je pense que le comics, bon, on va parler, mais on va repartir sur le comics après. Mais pour terminer sur ce qu'on était en train de dire, tu vois, toi qui es amoureux de comics, tu es un peu extrême comme moi. Moi, il faudrait quasiment 80%. Tu vois, parce que je pense que la partie cinématographique, elle existe déjà. Si tu as un bon metteur en scène, si tu as une bonne équipe, ben ça devrait être la base, en fait. Ben oui, Tu oui, ne oui. devrais pas faire de mauvais films, tu vois. Donc après, si tu prends un film de la culture comics, tu dois absolument, il faut que le comics ait une place prépondérante. C'est comme si tu fais un film, je sais pas moi, sur Germinal de Victor Hugo, et non, de Les Misérables, je voulais dire, de Victor Hugo, et tu enlèves Jean Valjean, tu enlèves Cosette, tu enlèves, tu dis, Ouais, tiens, bien à un sûr. moment, à un moment donné, ouais, non, on va se taper un délire, non, on va pas faire ça, tu vois. Tu vois, et ça c'est malheureusement, moi, ce que je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est que le cinéma s'est approprié les personnages de comics. Et justement, on va parler de Thor Ragnarok et de What If. Le cinéma et la télévision se sont accaparés les personnages à un tel point que finalement, la partie comics a été, dans un premier temps, édulcorée avec les séries animées, tout ça, normal pour le grand public. Et maintenant est quasiment en train d'être détruite. Comment tu vis ça, toi, par exemple, quand tu as vu Thor Ragnarok, ce qu'a fait Waititi sur Thor Ragnarok, quel a été ton sentiment, toi, en tant qu'amoureux de comics? Ouais. Alors, je vais te répondre sur Thor Ragnarok, mais avant, je voulais juste Ouais, revenir vas-y. sur ce que tu as dit juste avant, sur le fait que le cinéma s'est accaparé les persos de comics, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me pose même la question, si tu vas dans la rue, alors évidemment, pas demander à des fans de super-héros, mais à des gens qui vont de temps en temps au cinéma voir des films de super-héros, etc. En fait, je me pose la question, est-ce que ils sont au courant
que c'est issu de comics. Je suis même pas sûr. Enfin, maintenant, je veux dire, pas les anciennes générations, mais Ouais. je veux dire, maintenant, les gens qui n'ont pas lu de comics, Non. qui ne sont Alors, pas fans plus que ça de super-héros, ça se trouve, pour eux, c'est juste une création des studios de cinéma. Ils savent même pas que c'est des trucs qui ont existé en comics. Enfin, je alors, sais pas. alors, alors, il y a Genre, une certaine partie qui savent que ça a été, c'est tiré de comics, mais qui n'en ont jamais lu. Ok. Il y a certaines, les très jeunes pensent que ça vient des dessins animés. ouais, voilà, c'est ce que je Tu me vois, dis. que ça vient pas du comics, que ça vient des dessins animés. Moi, j'ai de la chance, j'ai tous mes gamins ici, ben, ils me voient lire des comics, ils sont à fond derrière. Tu vois, même la toute petite Cana et demi, elle arrive, elle prend Flash, elle dit Flash, et puis elle va me le chercher dans les comics. Tu vois, bah après, c'est la culture aussi des Ouais, parents. Et tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui ressort de mon docu. C'est que, suivant l'année où tu es né, et toi, tu aurais pu tomber dans ces années-là, puisque toi, tu es tombé dans les années, justement, où les séries animées foisonnaient d'un coup. ouais, bah oui, t'avais les Euh, X-Men, t'avais Spider-Man, t'avais Moi, Batman. à mon époque, tu avais 3 dessins animés. Tu avais Les 4 Fantastiques, tu avais Spider-Man. Et si tu avais Canal+, que Ouais. tu avais la chance d'avoir Canal+, tu pouvais voir Super Friends sur Décode pas Bunny au début des années 90. Et tu vois, au début des années 90, j'avais déjà 12 ans. Donc les Ouais. dessins animés, tu vois, ça commençait à être un peu derrière, à part Dragon Ball qui arrivait. Mais si tu veux, tu vois, on avait ces 3 dessins animés. Je pense il y en avait un autre, peut-être que j'en oublie un autre. Mais en tout cas, on avait pas ça. On avait 6 chaînes, mec. Ouais, bah Tu vois oui, ce que oui. je veux dire? Là, dès que la télé par câble, elle est arrivée, il y a eu une espèce de raz-de-marée de dessins animés, de comics. Il y a eu des chaînes. J'ai vu, la chaîne Toonami, elle est dédicacée aux dessins animés de comics. D'ici en plus, je pense. C'est tout sur DC. Donc, c'est Tout à vrai fait. que c'est important. Et malheureusement, on a eu la période Club Dorothée qui a tué le game. Si tu veux, le Club Dorothée, elle arrivait avec la Japanimation. Ouais. Tous les dessins animés à l'américaine ont sauté. Et malheureusement, toute la culture comics venait de ces dessins animés à l'américaine, de la société Hanna-Barbera, qui sortait énormément. Et il y a Jack Ruby aussi qui avait sorti un Superman qui était vraiment beau, un beau dessin animé sur Superman, mais qui n'a jamais été diffusé en France. Donc c'est vrai que tu aurais pu faire tomber dans cette période. C'est pour ça que ça m'intéresse de t'inviter, parce que tu fais partie de cette période-là qui aurait pu être submergée par les dessins animés. Et non, en fait, tout de suite, tu as eu le hook. T'as eu le hook sur le comics. Donc tu as Ouais. raison. Et si tu veux, moi je connais des gens qui sont fans de super-héros, mais que leur référence reste les dessins animés. Tu vois, que leur référence reste le personnage qu'ils ont vu quand ils étaient petits. C'est normal, c'est ce qui a marqué Ah leur bah esprit. oui, bien sûr. Ouais, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Toi, tu as eu le film X-Men qui t'a amené aux comics X-Men, et donc tu es arrivé quand même par le film. Tu n'as pas débuté par le comics comme Ah nous non, à non, 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 notre non. époque. Non. Tu vois? Mais ça t'a pas empêché d'avoir une culture comics derrière intéressante, parce que tu es quelqu'un déjà, tu l'as dit, tu es parti aux origines de la mythologie, mais tu es quelqu'un aussi qui, justement, a ce côté-là, je veux savoir les origines. Ah bah Ça, oui. c'est quelque chose de primordial. Si tu n'as pas ce truc-là, même quand tu es amoureux de comics, je peux te garantir, je connais des gars qui lisent des comics, ils en bouffent. Hein. Vas-y, Urban Comics, ils ont des actions là-bas, si tu veux. Mais tu leur dis, ouais, tu connais l'histoire de. Non. Moi, j'ai des showcases de Superman de 41. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu commences à vraiment avoir un lore de vrais personnages. Mais ce que En tu plus, dis est très vrai. ouais, non, pardon, vas-y, finis, Non, excuse-moi. ce que tu dis est très vrai. Et d'ailleurs, moi, je les appelle les comics. Je leur ai créé un personnage. Toi, tu aimes le foot. Tu connais les footix. Tu vois, en 98, quand il y a eu la Coupe du Monde, tout le Ouais, monde bien aimait sûr. le foot. Quand on a gagné la Coupe du Monde, tu vois. Eh bien, quand le MCU est arrivé, tout le monde aimait les super-héros, tu vois. Mais tu leur posais des questions. Mon propre beau-frère, je lui fais un bisou. Mais je me rappelle, je lui parlais de trucs. Il me dit non, mais moi, j'ai pas lu les comics. Ah, mais pourtant, il était à fond MCU. Hein. Il peut te sortir tous les films. Il était au taquet. Et donc, ça, c'est les comics. Si tu veux, je les appelle comme ça. Moi, je leur ai donné ce nom-là. C'est affectueux. Mais ils font partie, malheureusement, du fait de ce qu'on va parler en fin d'émission, mais de la mort lente de cette culture. Donc ça, Après, tu as on- aussi, je pense, je suis d'accord avec toi, tu as certaines personnes, comme tu dis, qui ont pour référentiel le MCU et voilà, c'est pour eux, Thor, c'est un rigolo qui joue à Fortnite. Bon, ceux-là, malheureusement, ils sont perdus, on ne peut rien faire pour eux. Mais tu as aussi, je pense, un autre côté,
as ceux qui ont découvert effectivement les super-héros via le MCU Ouais. et qui sont en train de rattraper leur retard en allant lire des comics. Oui, mais si tu veux, et c'était un peu l'esprit du documentaire, si tu veux, c'est comme si tu essayais de récupérer un train que même, tu vois, en étant né là, dans les années 2000 ou toutes ces choses-là, c'est compliqué à avoir parce que la culture comics, c'est une période. Tu vois, il y a eu deux grandes périodes. Il y a eu l'âge moderne et l'âge d'or du comics. Je pense que si tu n'es pas né à cette époque-là, comme je te dis, si tu es né à une époque où il y a 6 chaînes à la télé et que tu n'as que le comics pour avoir contact avec un super-héros, et que tu n'es maintenant où, ok, tu vas lire du comics parce que tu aimes lire, parce que tu aimes les BD, tu aimes les trucs comme ça, mais qu'en fait, tu peux te taper, tu vas sur Disney Plus et tu peux te faire une dose de super-héros, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas le même rapport, tu Oui, vois? oui, je vois ce que tu veux dire. Et Mais que je toi, pense qu'il y a tu quand peux même des avoir, gens. Mais bien évidemment, quand tu fais l'effort, en fait, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as tellement de super-héros qu'en fait, tu te dis, bon, j'ai même pas besoin d'aller lire les comics. En fait, si je veux du super-héros, c'est j'en ai ça, à la télé, j'en ai sur YouTube, j'en ai sur c'est Disney+. ça, Enfin, voilà. Mais je pense que tu as, quand même comment dire, les résistants, ceux qui sont braves, les braves, ouais, Comme Balder le brave, c'est voilà, ça, qu'on n'a pas vu dans le MCU, incroyable. c'est ça, Mais en fait, tu as ceux qui, bah, eux, ils se disent, OK, moi, j'aime bien ça, mais je sais que c'est pas forcément la vérité. C'est une vérité, c'est une idée, mais moi, j'ai envie d'aller lire. Et moi, j'en connais, enfin, franchement, on en moi, connaît pareil, tu tous. vois, je suis né dans le début des années 90. J'ai Ouais. vraiment commencé à m'intéresser aux comics début des années 2000. Mhm. Et franchement, avant ça, il y avait plein de récits légendaires en comics. Et je Ouais, les ai rattrapés au fur et à mesure. Donc je tout pense à que, fait. comme tu dis, effectivement, le train est loin, mais tu peux le rattraper petit à petit. Et moi, encore une fois, je suis personne, hein. Enfin, je connais un petit peu les comics, mais Mhm. à côté de certaines autres personnes, par exemple, je sais que tu as prévu d'interviewer Max Faraday. Ouais. Ben, lui, il a clairement, voilà, on n'est pas de la même génération, lui, il a clairement vécu l'époque où tu avais plein de titres en kiosque, où On est, voilà, on est moi, de la même époque, tu sais, on allait au bureau voilà, de tabac, on en avait, on allait à la voilà, station-service, il y en avait, tu voilà, bouffais de ça. Moi, les premiers comics que j'ai eus, c'est mon père, il m'achetait des pochettes. Tu sais, comme les pochettes surprises. Et à l'intérieur, voilà, c'était une pochette ben surprise, voilà, des comics. Et tu pouvais tomber sur un Superman de Otto Binder, de Kurt Swan. Tu pouvais tomber sur un Superman de John Byrne. Tu pouvais tomber sur les nouveaux Superman. Tu vois, tu pouvais tomber sur plein de versions qui, finalement, ces pochettes surprises-là, elles nous imposaient d'avoir une culture sur le personnage de plusieurs époques. Mais ouais. moi, j'en connais hein, ce dont tu parles, parce que je pense qu'aussi on attire à nous des gens qui sont comme nous, si tu veux. Mais justement, pour en avoir parlé avec Max Faraday, Max, il est très clair là-dessus. Quand tu es libraire, aujourd'hui, les ventes de comics, c'est 6%. Oui, bah Les oui. gens qui sont arrivés par le MC, alors, les gens qui sont arrivés par le MCU, je dis bien, qui voient, par exemple, un Thor Ragnarok, c'est pour faire la transition, Ben, au je trouverai pas dans cinéma, le comics. qui voit ce qui se passe dans What If en ce moment, qui voit la plupart des films du MCU, on va pas se mentir, et qu'ils arrivent dans un libraire et qui achètent un comics parce qu'ils sont motivés, si tu veux. Moi, c'est une des conclusions du documentaire. Bon, là, on est dans l'interview, donc ça, les gens la verront après, cette interview, mais ce qui est sorti du documentaire, c'est que le mariage entre le comics et le cinéma a été loupé, pas forcément pour le cinéma, parce qu'ils ont fait beaucoup de blockbusters, beaucoup d'argent, des films à 1 milliard et compagnie. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le mariage a été loupé parce que ça n'a pas suscité dans le grand public un amour du comics, parce que les chiffres, malheureusement, tu vois, nous, on a une Ah oui, réalité oui, qui bien est celle sûr. de notre entourage, mais malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, dans un kiosque, chez un libraire, les ventes de bandes dessinées, on est sur du 6% pour le comics, on est sur du 47% ou du 44% pour le manga, Ouais. d'accord? Et le reste, c'est la BD franco-belge. Tu vois Ouais, ce que bien je veux sûr. dire? Non, mais c'est sûr. Mais Donc, après, en fait, là, il y a plusieurs problèmes et je pense que là, pour le coup, Max Faraday l'expliquera mieux que moi. Mais déjà, effectivement, le fait qu'une fois que tu passes du MCU, qui est ta référence, aux comics, tu retrouves pas les mêmes personnages. Par exemple, moi, je parle de Thor parce que c'est celui que je connais le mieux. Bah, ouais. si tu vois Ragnarok, bah, tu retrouveras pas Ragnarok. Enfin, Mais juste, tu retrouveras le titre Ragnarok,
mais c'est pas le Ragnarok de Waititi, c'est le vrai Ragnarok. Juste, Voilà. justement, je veux avoir ton avis. Tout à l'heure, je t'ai demandé comment tu t'es Oui, c'est senti vrai. quand tu as vu bon, le premier Thor au cinéma. Moi aussi, je l'ai kiffé. Je l'ai re-regardé il n'y a pas si longtemps. Après t'avoir écouté, hein, j'ai dit, ah putain, je vais me re-regarder parce que tu vois, tu as cette passion, tu communiques. Et c'est vrai que je suis allé le revoir et je l'ai kiffé. Franchement, voilà, c'est pour moi, c'est la première fois, comme tu l'as dit, hein, qu'on voit Asgard, t'as la bouche qui tombe, quoi. Ah C'est oui, c'est magnifique. tu sais, de voir le Bifrost en vrai, quoi. Ah De oui, c'est voir un truc de ouf. le son. Tu sais que quand je lisais Thor, que j'étais petit, je m'imaginais le son que faisait Mjolnir quand il passait dans Ah l'air, ouais, ah le ouais, son métallique, et ils l'ont ouais. retranscrit Ah, à l'écran. Tu vois, c'est le genre de choses où je dois admettre, putain, les gars, vous avez assuré. Mais ouais, voilà, quoi. Ensuite, tu enlèves le Clark Kent de Thor, tu enlèves plein de trucs, tu enlèves, je sais pas, il y a un moment donné, tu vois, il y a plein de choses, comme tu as dit, qui ont été édulcorées, mais je pense qu'ils ont atteint le sommet avec Thor Ragnarok. Et là, je veux ton avis en grand. Comment tu t'es senti quand aïe. Thor Ragnarok est sorti? Eh T'as eu mal à ton comics. ben, je me suis senti trahi, très clairement. Enfin, faut Ouais. pas. Encore une fois, ça reste que mon avis, mais là, comme tu me demandes mon avis, donc je vais te donner mon avis à moi personnellement. C'est-à-dire que j'avais vu Thor 1 que j'avais adoré, j'ai vu Thor 2 que j'avais vu, pardon, Thor 2 que moi j'avais beaucoup aimé et qui, je trouve, avait vraiment ce côté mythologie, notamment même les rituels vikings, etc. Notamment le moment de la mort de la mère de Thor avec tous les funérailles, etc. J'avais trouvé ça superbe. Ouais. Et en fait, ensuite, on est arrivé à Thor Ragnarok. Et en fait, tu sais, c'est comme si tu es sur la route et que tu te rends compte que tu t'es trompé de chemin et que tu fais un demi-tour, mais genre à l'arrache, tu vois. Tu as la ligne blanche en plein milieu et hop, C'est tu fais un exactement demi-tour. ça. C'est-à-dire Exact. que les mecs, ils sont partis dans une direction, donc qui, moi, me plaisait, c'est-à-dire le côté très shakespearien de Thor, finalement. Ouais. Voilà, très mythologique. Bon, ils ont vu que ça. Bon, après, on peut pas dire que c'est des fours parce que les films ont marché, mais peut-être pas à la hauteur de ce que eux attendaient. Et ils se sont dit, bon, non, ça va pas, le perso ne plaît pas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un virage à 180 degrés, demi-tour. On va appeler un mec qui est complètement différent, qui a des idées complètement différentes de ce qu'on avait pu faire dans les deux premiers. On Ouais. va essayer de coller avec un truc qui marche plutôt bien chez nous, les Gardiens de la Galaxie. Et, et bam, t'as Waititi qui arrive. Alors moi, Waititi, je l'aime pas personnellement parce que j'aime pas ce qu'il a fait de tort. Mais je connais pas le reste de ses films, donc je peux pas critiquer le réal Ouais. à l'extérieur des films. Mais en tout cas, pour Thor Ragnarok, effectivement, il y a des moments qui sont sympas. Je dis pas, par exemple, le moment où tu vois, par exemple, la fin, quand il y a le Ragnarok, leur Ragnarok. Ouais, là, Ouais, voilà, c'est pas mal. T'as des combats un peu grand spectacle et tout, mais moi, ce qui me gêne avec ce film-là, c'est la désacralisation du perso, le côté beauf qui sera ensuite repris par les frères Rousseau dans Endgame. Et en fait, c'est pas le Ragnarok. On me vend le Ragnarok. Enfin, le Ragnarok, c'est la fin des dieux nordiques, ah oui, avant de renaître. Voilà. Donc, en le fait, crépuscule des dieux. c'est la fin des dieux avant leur renaissance. Ouais. Donc moi, tu me dis ça, je m'attends à voir tous les dieux, en fait. Je m'attends à voir toute la mythologie nordique à l'écran. Je m'attends à voir, à passer tout le film dans les différents royaumes qu'est censé diriger Odin, même si là, il est mort dans le film, mais ou finalement qui est censé diriger Thor. Et finalement, je vois quoi? Je vois un mec, bon, déjà, ça commence très mal. Il fait des blagues, mais c'est zéro. Enfin, au tout début, quand il tombe, là, il est avec Surter, il tourne sur lui-même et il fait 3 fois la blague. Bon, t'as Ah compris, ouais. au bout d'un moment, ça devient nul. Et surtout, on te l'envoie sur Sakaar, mais genre, à quel moment? Ça n'a aucun intérêt. Le mec est censé combattre le Ragnarok, et le gars, il l'envoie sur Sakaar. Ok, il retrouve Hulk. Alors ouais, il y a un combat sympa dans l'arène, c'est marrant, mais sauf que c'est pas tort en fait. À quel moment aller sur Sakaar dans une boîte de nuit avec Jeff Goldblum qui fait le DJ? Franchement, moi ça m'a sorti du film, et malheureusement la fin, comme je t'ai dit, qui était mieux, je n'ai même pas pu l'apprécier parce qu'ils m'ont ruiné toute la partie du film. Un perso comme Valkyrie qui est censé être voilà, c'est une guerrière quoi. Ben ouais. Ils en ont fait une alcoolique notoire. Pochonne. Ouais, voilà. Ils en ont fait une alcoolique notoire. Moi, il me manque des personnages. Enfin, Balder le Brave, excuse-moi, dans les Ben oui. comics,
Balder, c'est quand même l'acolyte numéro 1 de Thor. C'est son frère, quoi. Tu vois, il est censé être tout le temps là. Bah non, il n'y a pas Balder. Les trois guerriers, les mecs ont des morts lambda, c'est-à-dire que bah, Hela, elle débarque à Asgard, hop, elle leur jette 2-3 couteaux, terminé, il n'y a plus les trois guerriers. Sif, bon, on la voit même pas, on ne sait pas ce qu'elle devient. Enfin voilà, en fait, il a ruiné toute la mythologie. Mais carrément, carrément. Et même la mort d'Odin, enfin, même la mort d'Odin. Enfin, tu vois, Odin, enfin, je ne vais pas te l'apprendre à toi, mais Odin dans la mythologie nordique, c'est Odin, tu vois, c'est pas un clochard. Ouais, Et ouais. là, en fait, ben, il meurt, il s'en va comme ça, il est en Norvège, ok, il s'en va comme ça. Mais non, mais moi, j'ai envie de le voir mourir au combat. J'ai pas envie de le voir s'évaporer, tu vois. Ben voilà. Donc, Non, pour mais tout ça, carrément, mais I feel you, comme on dit en anglais. Tu vois, là-dessus, tu vois, moi, Thor, c'est un de mes personnages que je kiffe. J'adore Thor. Dans les comics et tout, je trouve qu'il a amené, pas une lourdeur, mais il a amené de l'ancrage à tout ce qui est Avengers. Il a amené ce côté, ok, s'il y a un problème qui dépasse le cadre des Avengers, lui, il est capable de dealer avec. Donc, bah tu vois, oui. c'est un peu le Superman des Avengers, tu vois, pour moi. Et c'est vrai que de le voir, je pense qu'à un certain niveau, les gens se sont dit, ok, on est peut-être en train de perdre le public de niche parce qu'on fait des choix un peu à la con. Donc, on va aller titiller leur côté années 80, puisque finalement, ils sont pas fous, les studios. Ils se disent quoi? Pourquoi on met des super-héros dans les films? Parce que le pouvoir d'achat aujourd'hui, il est à des gars comme moi qui ont la quarantaine, ou des gars comme toi qui ont la trentaine, qui ont des enfants ou qui vont avoir des enfants et à qui ils vont transmettre, qui vont amener au cinéma pour voir ces trucs-là. Donc, ils savent très bien que c'est les super-héros, les nouveaux Walt Disney, les nouveaux trucs. D'ailleurs, Walt Disney a racheté le truc, tu vois. Donc, c'est juste pour te dire que commercialement, ils avaient capté le truc. Le souci, c'est que des fois, ils veulent essayer d'aller chercher une fibre années 80, comme ils ont fait avec les Gardiens de la Galaxie, comme ils ont essayé de faire avec Wonder Woman 84. Mais le problème, c'est que si tu rates les années 80, tu vois, pour moi, la seule œuvre télé cinématographique a vraiment bien retranscrit les années 80, c'est la série Stranger Things sur Netflix. Ouais. C'est les seuls qui étaient au top, vraiment, sur le délire. Tu vois, que vraiment, ils sont allés chercher de moindres détails qui nous replongent dans les années 80. D'ailleurs, il faudrait, si tu veux faire un film de super-héros années 80, tu vas chercher les deux jumeaux, là, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, les gars qui font Stranger Things. Je suis sûr qu'ils vont faire un truc mortel, tu vois, parce que ils sont vraiment, même s'ils sont jeunes, ils ont baigné dans cette culture, ça se voit. Mais je te sens par rapport à Ragnarok et on a vu que le traitement de Thor continuait donc sur What If. Alors, pour les gens qui nous écoutent, et ça, je tiens à le dire, What If, pour les gens de mon époque, c'est un monument du comics. C'est quelque chose, les What If, c'est un truc que tu ne peux pas, ça fait partie des pierres j'allais dire les pierres de la vérité, mais ça fait partie des pierres angulaires de Marvel. C'est un truc qui est estampillé Marvel, le What If de la fin. C'est pas genre et si on faisait n'importe quoi comme ils ont fait là récemment, mais c'était et si on change un détail dans la vie du super-héros et ce détail va avoir une cohérence. Là, c'est complètement incohérent, ça ne fait pas de sens. Et surtout, donc le dernier avec Thor, on va conclure sur Thor là-dessus. Mais comment tu t'es senti avec le dernier What If aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai regardé ça. En anglais, on appelle ça un douchebag. Je sais pas si tu connais la traduction de douchebag. C'est une expression vraiment, un douchebag, c'est le gars qui va faire des téléréalités, tu vois, qui Ah, prend ok. soin de lui, tu vois, qui est un peu bodybuildé, qui fait la Ouais, fête, tu sais, je vais à Dubaï, je vais ceci, je vais cela, hein, j'attrape les kikous, les petits kikous là qui passent, tiens, viens par là, tu vois, c'est le douchebag, tu vois, c'est le gars qui est lourd, qui drague, qui est tort de what if, en fait. Voilà, ça, c'est un ouais. douchebag. Qu'est-ce que tu as pensé? Mais justement, je suis désolé, là, je t'enchaîne Thor Ragnarok What If, mais c'est pour le documentaire parce que je vais utiliser des petits bouts pour montrer comment les amoureux du comics aussi réagissent à ce genre de liberté. Comment tu as réagi, toi? Et ben, pour Ragnarok, je m'étais senti trahi. Ouais, Pour What If, je me suis senti trahi, encore une fois. ouais. C'est-à-dire que, mais en fait, malheureusement, c'est cohérent avec ce qu'ils font dans le MCU, avec ce qu'on a vu de Thor dernièrement dans le MCU. Mais Mhm. encore une fois, en tant que lecteur de comics, quand je vois ça, je me dis, mais il est où le Thor de Walter Simonson? Il est où le Thor de Jason Aaron? Il est où le Thor de Donny Cates? Il est où le Thor de Dan Jurgens? Il est où le Thor? Enfin, je peux t'en sortir plein, en fait.
Et c'est absolument pas le Thor que je connais, et c'est absolument pas le Thor que j'ai lu, et c'est absolument pas le Thor que j'ai envie de voir à l'écran. C'est-à-dire qu'on te dit que parce qu'il n'avait pas Loki avec lui, le mec est devenu un guignol, un idiot, un teubé. C'est-à-dire que le gars est censé être quand même le futur roi d'Asgard et de tous les royaumes du monde. Et le gars ne sait pas épeler son prénom qui est en 4 lettres. À quel moment le fait de ne pas avoir Loki à côté de toi, ça t'empêche de connaître ton prénom? Alors, je veux bien que tu n'aies pas le sens des responsabilités si tu veux, mais de là à être un idiot comme ça de première, ça va pas. Et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est que là où et en fait, ils en sont conscients, j'en suis sûr qu'ils en sont conscients parce que au tout début, ils le font arriver en mode vraiment divinité. Tu as le Bifrost, tu as la musique derrière, ils arrivent, ils sont filmés en contre-plongée, tu as les 3 guerriers derrière lui, plus Sif, et il commence à prendre, tu sais, sa voix grave, sa voix divine, on va dire. Et puis juste après ça, bam, on te casse le truc direct. Je suis venu pour organiser la plus grosse fiesta, et tu sais, il a un air teubé sur la tête, tu vois ce que je veux dire? Un air niais, il a Ah, l'air ben gogol. oui. En plus, ils Et l'ont rasé. Tu vois, il a plus la ouais, barbe. Il a plus oui, la barbe, donc il a un torse tout ça me clean. dérange même pas. En vrai, ça me dérange pas qu'il ait pas la barbe, parce que dans les Oui, mais comics, ça il y a rajoute plein au de fois côté où il a pas la teubé. barbe. Tu Ouais, sais, ça voilà. rajoute au côté un peu niais, là, tu vois. Mais vraiment, c'est genre, il a des expressions de gogol, tu vois, et quand il y a sa mère qui vient, il fait aussi le gogol, et il se fait vomir dessus par Drax. Enfin, à quel moment un dieu se fait vomir dessus? Mjolnir, qui est quand même le symbole de la puissance de Thor, il est tagué, il a un slip par-dessus. Ah, je veux bien, mais à un moment donné, enfin, moi, c'est trop. C'est pas le Thor que j'aime, c'est pas le Thor que j'ai envie de voir, c'est pas le Thor qui existe dans les comics. Et je peux que conseiller aux gens d'aller lire des comics, surtout qu'il y en a plein sur Thor maintenant. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure sur les éditions des comics Thor, etc. Mais maintenant, il y a vraiment plein de façons de lire Thor. Donc, je comprends pas comment on peut en arriver là et comment on peut aimer ça finalement. Mais écoute, tu vois, tu me fais une transition parfaite, justement. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui kiffent ça, qui ont kiffé What If, qui ont kiffé Thor Ragnarok? Parce que je pense qu'ils ont le droit de kiffer. Tu vois ce que Ah je veux oui, dire? À un moment clairement. donné, on te propose un produit, tu n'as pas les origines du produit, tu kiffes ce que tu vois. Ils ont le droit de kiffer. Mais quelque part, enfin, moi, par ignorance, et c'est dans tous les domaines, par ignorance, tu peux détruire quelque chose sans savoir. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens-là? Justement, donc tu œuvres déjà beaucoup, moi je trouve, hein, pour quelqu'un de ton âge, de ta génération, et pour quelqu'un, voilà, sur YouTube, tu œuvres déjà beaucoup pour l'amour du comics, pour inciter les gens à lire du comics. Donc je ne vais pas te demander ce que tu fais, tu le fais déjà. Mais c'est quoi que tu conseillerais à ces gens-là pour leur dire, écoutez, ça c'est mon perso, c'est le perso de plein de gens. Et le fait que vous aimiez ça, vous êtes en train de détruire notre perso. Qu'est-ce que tu leur conseillerais justement pour les hyper, pour leur dire, pour qu'ils se disent eux-mêmes, ouais, c'est vrai, c'est abusé un peu. Quel est déjà l'arc narratif que tu leur conseillerais au départ pour démarrer sur Thor? Et qu'est-ce que tu leur conseillerais en règle générale par rapport à leur vision et à leur positionnement par rapport au MCU? Parce que toi, c'est Ouais. ta branche. Alors, moi, je dis, comme tu dis, hein, tout le monde a le droit d'aimer. Et moi, le premier, il y a des trucs du MCU que j'aime beaucoup et que d'autres personnes n'aiment pas. Mais comme tu dis, enfin, tous les goûts sont dans la nature. Mais ce Mhm, que je pourrais conseiller pour Thor, en fait, ça va être simple. Pour les fans du MCU, j'ai envie de dire, le prochain Thor, donc Thor Love and Thunder, mhm. va s'inspirer ben, du run d'un des plus grands auteurs sur le personnage qui s'appelle Jason Aaron. Et Ouais, Jason Aaron, il a fait un run mais très très long dans lequel il y a un personnage qui est apparu qui est Gore, donc celui qui va être joué par Christian Bale au cinéma. Donc mhm. moi je vous invite, avant que le film sorte, parce qu'il ne sort pas tout de suite, à aller vous procurer, c'est disponible, on va dire la première histoire qui s'appelle Le Massacreur de Dieu. Voilà, Thor, le Massacreur de Dieu. Et en fait, c'est centré sur le personnage de Gore, que vous allez voir ensuite par la suite au cinéma. Et là, vous pourrez avoir du coup un référentiel qui est l'endroit où le personnage a été créé, donc vous ne pouvez pas faire mieux. Et vous verrez ensuite ce que ça donne au cinéma. Et je pense que, bon, je ne peux pas juger avant parce que je n'ai pas vu le film, mais à mon Ouais. avis, dans le comics, enfin, Gore est excellent. Donc s'ils font la même chose au cinéma, ce sera incroyable.
mais au moins, ils auront le référentiel. Pareil pour le Thor Jane Foster, qui va être au cinéma. Pareil, Jason Aaron. Pareil, je vous conseille exactement la même chose. Donc, vraiment, moi, ce que je peux conseiller, c'est de commencer par ça. C'est des lectures qui sont assez modernes. C'est-à-dire que le dessin est moderne, la narration est moderne. Je ne vais pas dire aux gens d'aller lire le Thor de Kirby et Stan Lee parce que voilà. Le Thor de Kirby, comme ça. Voilà, c'est un peu, parce que voilà, c'est un peu compliqué. La narration a vieilli, les dessins ont vieilli. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à un public de Jeune, 2020. oui. Voilà. Mais c'est vrai que pour les gens comme nous, on n'a aucun problème à le relire parce que nous, on l'a lu, si tu veux. Ouais, tu vois, voilà. c'est comme quelqu'un qui, tu dis à quelqu'un d'aujourd'hui, va regarder les séries de CW. Non, Mais c'est ça. il va voir. Moi, Alors que quelqu'un qui a commencé les séries W dès le départ, il n'a pas de mal à les regarder, quoi. Mais tu sais que moi, j'ai fait le test. Moi, j'adorais quand j'étais petit. Parce que moi, mes héros préférés avant Thor, c'était les X-Men, avant de rencontrer Thor. Ouais, bien voilà. sûr. Et en gros, la série des années 90, mais genre, c'est un truc de malade. Et je l'ai re-regardée quand elle est sortie sur Disney+. Et maintenant, avec mes yeux de 30 ans, ben, j'ai du mal. Alors que quand j'étais petit, à cette époque-là, dans les années 90, ils ont sorti des séries tirées des comics très, très, très accurate, comme on dit, très, très précises. Le Spider-Man 94, il est énorme. Les séries animées de Bruce Timm, elles sont énormes. Mais si tu veux, elles représentent une version de ces personnages qui est accessible aux enfants et qui vont aller toucher la corde sensible des parents. Ça reste pour moi, c'est du Walt Disney de super-héros, mais dans le respect de l'essence du personnage. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu dis, Bryan Singer. Ouais. Bryan Singer, c'est un mec qui n'avait pas lu un seul comics avant de faire X-Men. Alors, quand il a eu le projet, il en a lu quelques-uns. Mais même comme ça, tu te dis qu'en fait, c'est pas perdu parce qu'un mec qui avait aucune culture, là, pour le coup, lui, il n'avait pas de culture comics, ça l'intéresse pas. Et même un mec comme lui, en s'y intéressant un petit peu, eh ben, il a compris l'essence des persos. Là, tu vois, Magneto, il était bien entouré sur X-Men quand même. Oui, il avait une équipe de ouf. Mais en tout cas, je pense que sa qualité cinématographique collait avec l'idée du comics. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, moi, la première fois que je vois Magneto, la première fois que je vois Wolverine, tu sais, la façon dont il sort ses trucs et tout, tu dis, bah, tu vois, mais c'est ça. En fait, le mariage entre Bryan Singer et X-Men, il se fait que la façon dont Bryan Singer fait des films est comics approved. Tu vois, c'est vraiment. Donc, c'est un peu par hasard que ça donne ça, si tu veux, parce que lui, il n'avait pas du tout de culture comics. Ouais, mais il a compris l'essence. Exactement. Il a compris que c'était des mecs stigmatisés, des mecs qu'on mettait de côté. Et tu le sens dans son film, tu le sens. Il a compris le côté outsiders. Et ça, il y a beaucoup d'amoureux de super-héros, je ne vais pas dire de comics, qui ont du mal avec ce côté outsiders. Mais si les super-héros existaient dans le monde où on vit aujourd'hui, ils seraient des outsiders. Et les X-Men, encore plus, puisque eux-mêmes, à l'intérieur des super-héros, ils sont des outsiders à l'intérieur même des super-héros. C'est-à-dire que leur gène X, il y a les humains et il y a nous, quoi. On est deux races et c'est compliqué parce que même les super-héros, les méta-humains sont contre nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, il a super bien fait retranscrire parce que c'est un écorché vif, Bryan Singer. Tu vois, c'est quelqu'un qui a cette sensibilité. Et moi, j'apprécie ça. Moi, je suis un amoureux de la psychologie des super-héros. Tu vois, c'est quelque chose qui si t'aimes ça, les X-Men, t'adores. Voilà, c'est parce qu'on a besoin quand tu mets ça au cinéma avec des acteurs adultes vivants, comme tu disais tout à l'heure, tu dois rajouter un esprit à ces gens-là. Dans les comics, c'est pas grave, ou dans les dessins animés, pardon, je voulais dire, c'est pas grave. T'as pas besoin d'avoir cette profondeur, tu vois. Mais dans les comics, dans les films, t'es obligé de donner à la personne un esprit. Et c'est vrai que, par exemple, il y en a qui se plaignent, par exemple, d'un Superman trop émotif chez Zack Snyder. Mais je suis désolé, moi, je t'en sors des couvertures des Superman où, justement, à l'époque, déjà dans les années 50, on commençait à traiter de la psychologie des personnages, de comment ils pouvaient se sentir dans ce monde-là. Et là, dans les X-Men de Bryan Singer, c'est juste énorme. Et tout en respectant, tu vois, l'imagerie comics. C'est ça que moi, j'ai kiffé dans ce film-là. Pour moi, on était parti sur une grande série de films de super-héros dans ce style-là. Et puis, bon, ça a un peu capoté. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour conclure? Voilà, donc là, tu leur dis donc Love and Thunder. Moi, tu sais, j'étais du côté américain quand Love and Thunder est sorti.
Et c'est vrai que c'est un des arcs narratifs qui a été le plus conspué aux États-Unis. C'est une des crashs industriels. Ça veut pas dire que le comics c'est pas bon, les gens. Ça veut dire que chez eux, ça a pas collé, si tu veux. Hein. Ça a été un crash industriel, comme beaucoup d'arcs narratifs qui ont été utilisés d'ailleurs par Kevin Feige. Pour vous dire, il a fait du recyclage. Donc c'est là peut-être qu'on pourrait être, comment dire, enthousiaste, avoir de l'espoir. C'est parce qu'il a su prendre des arcs narratifs secondaires, voire des arcs narratifs qui n'ont pas du tout fonctionné, et lui, il arrivait à le faire fonctionner. Donc ça peut être, voilà. Donc toi, tu leur conseilles donc de Jason Aaron. Moi, par rapport à la sortie du film Love and Thunder, qui va beaucoup s'inspirer du coup du run de Jason Aaron, voilà, moi je leur conseille de lire le run, pas tout le run parce que c'est très long, mais au moins de lire le premier tome qui du coup s'appelle Le Massacreur de Dieu. Là, c'est excellent, ils vont se régaler. Mythologie à gogo, tu peux pas faire mieux. Et surtout qu'en fait, aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que, pour revenir aux comics, aujourd'hui, on a la chance. Alors, effectivement, les prix sont un peu élevés, je pense, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, les éditeurs de comics, aujourd'hui, c'est quasiment devenu un produit de luxe. C'est un produit de luxe. Parce qu'ils se. De niche. Niche et luxe. Les deux, Ouais, c'est-à-dire de niche et de luxe, parce qu'ils essayent de, comme tu dis tout à l'heure, ils essayent de viser les gens comme toi, comme moi, qui ont un travail, qui peuvent se permettre d'acheter des trucs, contrairement aux mangas qui sont destinés pour les plus jeunes, et tu vois, avec un billet de 10, bon, bah, tu t'achètes un manga. Ouais. Aujourd'hui, avec un billet de 10, c'est très compliqué de t'acheter un comics, surtout qu'ils ont désormais, ils ont tué les kiosques, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de, je crois que c'est janvier 2022, Marvel, tu sais, ils avaient des séries qui vendaient séparément. Tu avais Avengers, voilà, tu avais Avengers, tu avais Spider-Man, tu avais Iron Man, etc. Et en fait, ils vont tout regrouper en un seul truc qui va être vendu à 16 € si je dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est la pire décision parce que comme ça, tu vas attirer personne en fait. C'est très bien que tu parles de ça. Tu verras dans le docu, dans le Z sérieux que j'ai fait, j'ai retracé une de mes journées quand j'allais au Buraliste. Tu vois, je me suis amusé à faire ça pour que les gens prennent bien l'ambiance du délire. Et à l'époque, et j'ai fait un montage, si tu veux, où je montrais qu'avec 10 francs, j'allais chercher mon Nova. Donc Nova, c'était comme Strange, c'était un format de poche, si tu veux, comme Strange, de 100 pages, où il y avait j'achetais Nova parce qu'il y avait les 4 fantastiques dedans, il y avait tous les trucs, il y avait que je kiffais, le surfeur d'argent et tout. Et j'avais le Nova, 4 francs. 4 francs, mec. 4 francs. C'est même pas 1 euro, mec, 100 pages, hein. Donc après, niveau qualité, c'était pas Urban Comics, hardcover, papier glacé, hein. C'était papier recyclé avec un carton souple. Mais bon, t'avais l'histoire, quoi. Tu vois, il y avait pas de souci. Donc, le Nova, 4 francs. Je m'achetais un Yes. C'était une espèce de gâteau au chocolat. Les années 80, ça, c'est quoi les Yes? J'achetais des les Treats. Les Treats, c'était les M&M's de l'époque. Il y avait qu'une couleur, marron. Et ça s'appelait Treats. Ça s'appelait pas M&M's. J'achetais un Raider. Le Raider, c'était les Twix. Tu vois, les Twix, voilà, les M&M, c'était Treats et Twix, ça s'appelait Raider. J'ai acheté un petit paquet de bonbons avec des bonbons à 10 centimes pour 2 francs, tu vois. Et avec 10 francs, j'avais tout ça. Et je lisais mon comics en mangeant des bonbons. Et surtout pas oublier, ça c'est culte pour nous, les gens des années 80, le petit paquet de Pipas. Voilà. À 40 centimes, vous l'avez tous connu. Le petit paquet avait le clown dessus, là. Vous le connaissez, celui-là. Et voilà. Et moi, on me donnait 10 francs et je pouvais. Et le comics, donc il en sortait un tous les mois. Donc le mois d'après, la semaine d'après, j'allais acheter Strange. Donc tu avais 2 semaines de battement, quoi, en fait. Mais le comics, tu le lisais, tu le relisais, tu le relisais, tu le relisais, tu le relisais. C'est pour ça qu'après, on me dit, mais comment tu t'y connais autant? Mais c'est que tu te rends pas compte, mec. C'est que mon comics, j'avais 1 mois pour le bouffer et je le bouffais 10 fois dans le mois. Oui, donc, c'est ça. donc là, ils sont en train de tuer ça, malheureusement. C'est-à-dire que, comme tu dis, avant, tu pouvais aller dans un bureau de tabac. C'est ça. Tu tombais sur un truc qui n'était pas trop cher, tu le prenais. Et comme tu dis, il fallait que tu attendes ensuite pour pouvoir avoir la suite. Et du coup, tu le lisais. Là, aujourd'hui, malheureusement, c'est que tu n'as plus de produits d'appel, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu vas aller dans un bureau de tabac, tu n'auras plus de kiosque.
Et le truc le moins cher que tu vas pouvoir. Non, et si tu veux suivre les séries, la continuité, tu vas devoir payer 16 balles, alors que ça se trouve, toi, tu as juste envie de lire Spider-Man et que le reste, ça t'intéresse pas. Donc, en Et fait, ça, oui, c'est complètement débile d'avoir tout mis ensemble. ouais, mais la façon, c'est très bien, c'est exactement, parce que la façon dont Urban Comics fait les choses, c'est très bien, mais donc tu te retrouves avec des pavés de 500 pages, tu as pas le hook. Tu sais, le hook, c'est comme quand tu regardes la fin d'un épisode, tu veux voir le prochain, parce que Ouais, tu bien sûr. as toute l'intégrale, donc des fois, tu vas laisser le comic sur le côté, parce que tu te dis, de toute façon, j'ai la suite dans 5 secondes, si je veux, tu vois. Donc, ils ont enlevé ça. Après, c'est reste de l'édition de qualité, hein. Les Américains nous envient dans Urban Comics, hein, y Oui, a pas... oui, bien sûr. Mais en revanche, il n'y a plus Quoique, le en ce moment, Urban Comics, c'est pas ouf. toi, tu as lu des Strange. En bas du Strange, des fois, tu avais Confer, ça veut dire le petit CF qui te disait Nova 202, mais peut-être que tu allais juste acheter le Nova 202, que tu n'allais pas acheter tous les Nova parce que tu voulais suivre l'intrigue. Moi, j'ai suivi l'intrigue de la saga du clone de Spider-Man sur plusieurs formats, si tu veux. Aujourd'hui, tu l'achètes sur Urban Comics, tu as 3 encyclopédies, tu vois, et puis tu es parti pour la gloire. Mais tu vois, tu as tout à fait raison, les prix sont exorbitants, public de niche. On a perdu 80% des lecteurs, hein, au fil du temps, qui sont allés au manga parce que Max l'explique très bien. Tu vas dans un buraliste, tu vas à Cultura aujourd'hui. Les gamins, je leur dis, voyez, prenez-vous une BD. Ils me montrent un comic, c'est 18 balles. Ils me montrent un manga, c'est 6 euros. Ben oui. Donc, moi, ça va, je suis tellement amoureux du comics que je vais leur acheter des trucs à 18 balles. Donc, moi, je suis la bonne poire, si tu veux. Mais je peux comprendre que les parents lambda, Ben oui. Parce que ils toi, vont... tu connais. Parce que Ouais. toi, tu connais. Mais moi, demain, tu as un père, comme tu dis, qui a le choix entre 6 euros et 18 euros. Ah, mais y a pas... Le choix, il est vite fait parce qu'il n'est même pas sûr que son gamin va lire le truc et qu'il va aimer. Ouais. Le choix, il est vite fait. Et en fait, le problème. Alors, ils ont fait un peu d'effort parce que tu sais, ils sortent de temps en temps des collections pas chères pour te faire découvrir le comics. C'est ça. Panini le fait, Urban le fait aussi. Et voilà, je sais qu'ils ont aussi des collections Marvel petit format qui vendent à 7 euros, je crois qu'ils appellent ça Marvel Verse. En fait, c'est quand il y a un film qui sort ou une série, ben, ils sortent un espèce de recueil, un petit format en mode un peu format manga, peut-être un peu plus grand, et dans lequel tu as plein d'histoires sur le personnage en question. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que c'est trop rare. Et il faudrait qu'il y ait plus de produits d'appel. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de lire, par exemple, tout à l'heure, je te parlais du Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Ouais. Donc la version un peu plus moderne du personnage. Mais ça, aujourd'hui, tu as envie de lire ça. Mais là, moi, je l'ai acheté parce que moi, voilà, je fais de la collection et que je kiffe. Et que je kiffe. Mais ça coûte 70 balles. Ça coûte 70 balles. Et là, moi, par exemple, tu vois, Lock and Key, je ne l'avais pas lu. Je ne l'avais jamais lu et j'ai regardé la série et j'ai bien aimé. Et donc, tu vois, tu parlais des bottins. Voilà, là, tu as un beau bottin. Voilà. Mais tu vois, les gens, ils ont ça, ils se disent, mais déjà, comment je vais lire ça? Moi, c'est un produit qui est très joli. Tu vois, c'est magnifique. Mais oui. Mais ça coûte 80 balles. Eh ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Mais tu sais, quand 80 balles, alors qu'ils connaissent pas. Quand ils ont sorti le Crisis on Infinite Earth, moi je l'avais en plusieurs bouts, hein, tu vois. Mais quand ils ont sorti Crisis on Infinite Earth Urban Comics, je l'ai offert à mon beau-frère. J'ai vu sa tête. Parce qu'il était en train de regarder les Crisis de CW. À l'époque, là, ils ont fait un Crisis on Infinite Earth. J'ai dit, mais tiens, avant de regarder les épisodes, voilà, il a vu le truc, il dit, tu veux que je lise tout ça avant de regarder les épisodes? Et même la qualité des dessins, les arcs, c'est un le truc, il est immangeable. Moi, je le kiffe, donc je le déguste, tu vois. Mais pour quelqu'un qui a jamais lu un comics, ça peut être, c'est pas le premier truc à lui. Tu vas le dégoûter. Tu vas le tuer. Donc voilà. Mais écoute, on arrive à la fin. On a fait une petite heure. Tu vois, on devait faire 20 minutes. On a fait 1 heure. Comme c'est passionnant de parler avec toi. Ça fait vraiment plaisir de parler avec un amoureux du comics. Je suis vraiment content que tu participes à mon petit projet et que. C'est un grand plaisir. Je pense qu'aussi à long terme, toi aussi de ton côté, tu œuvres pour l'amour du comics. Et ça, je pense que c'est le plus important. Donc voilà. Donc on aura ce format interview plein là pour vous les gens. Après, vous verrez des petits bouts de cette interview dans le docu. Donc la culture comics en France, c'est dur. Heureusement qu'on a des comics Guardian parce que effectivement, c'est très dur. Moi, des fois, j'ai des conversations lunaires avec les gens. C'est-à-dire que je me dis, mais je suis un alien. Et tout d'un coup, je fais un bond côté États-Unis. Donc, je parle avec mes potes au Canada ou aux États-Unis. On parle, eux, ils me parlent des dernières sorties, des trucs qui vont arriver ici, qui viennent d'avoir et tout.
Et je me dis, ouf, je me dis, en fait, non, c'est pas que je suis lunaire, c'est que j'ai une autre culture, en fait, tu vois. J'ai grandi dans les années 80 où on avait du comics partout, dans les supermarchés, dans les stations-service, tu parlais des buralistes, des bureaux de tabac et ce genre de choses-là. Donc ça, même dans les kiosques, dans les rues, t'en avais. Donc forcément, la culture, elle est née là, mais surtout, j'ai vécu outre-Atlantique, où là, pour le coup, tu te retrouves avec des grands bacs de comics à 70 centimes. Ils ont le format floppy qui n'existe pas ici. C'est-à-dire que chaque semaine, tu as un truc qui sort, ça coûte 2 dollars, 1 dollar, et puis ils consomment le comics différemment, ce qui fait qu'ils arrivent à entretenir une espèce d'engouement. Tu vois, ils n'ont pas des gros pavés Urban Comics, c'est très rare les hardcovers là-bas. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'il y a du VO, est-ce que Urban Comics fait du VO, est-ce que tu vois, ils kiffent pour pouvoir commander. Mais voilà, donc il y a une autre façon de consommer du comics là-bas, mais malheureusement, ils sont aussi touchés. Bon, ils ont été touchés par le Covid. Il y a énormément de boutiques de comics qui ont fermé. Il y a énormément d'éditeurs qui ne font plus de l'envoi par correspondance. Donc ça aussi, ça va être compliqué. Et puis ils sont tous victimes, hein, et je l'ai montré dans le docu. Surtout les YouTubers qui sont aussi libraires, on en a. Hein, ici, on a Original Comics qui est un libraire, qui a une chaîne YouTube et tout. Il y a beaucoup là. Il y a Gary de Nerdrotic par exemple qui a une boutique, qui avait une boutique. Il a vendu. Hein. Il a vendu sa boutique parce que voilà, il pouvait plus s'en dépatouiller. Mais ils voient leur culture, leur commerce chuter. Et pour eux, il y a un responsable, c'est Kevin Feige. Oui, c'est l'homme à abattre là-bas. En plus, je ne sais pas si tu as vu, mais il a récupéré les droits des bandes dessinées Marvel pour recréer une cohérence entre les comics. En fait, il veut détruire l'ancien public. D'ailleurs, il a dit publiquement, je n'ai plus besoin des lecteurs de niche pour sortir mes films. On n'a plus besoin d'eux. Là-bas, c'est déclaration de guerre. Tu vois, ici, en France, on s'en fout. Ici, c'est un génie. Là-bas, c'est l'homme à abattre. Tu vois, donc à part les 2-3 youtubeurs qui sont estampillés Warner et estampillés Disney, qui sont des salariés, moi j'ai appris que Grace Randolph, elle était salariée de Warner. Donc comment tu veux être, comment tu fais des critiques de films de ton employeur? Arrête, au bout d'un moment, tu vois, Rotten Tomatoes aussi, c'est une branche de Warner. Donc là-bas, ils ont identifié les trucs, ils ont dit allez, stop, ces gens-là, c'est la guerre. Mais c'est vrai que effectivement, c'est une industrie qui est en train de mourir. Moi, j'ai pas envie de la voir mourir, donc c'est vrai que ma chaîne prend un petit tournant beaucoup plus comics, même si je vais faire tous les dérivés. Hein. Je vais faire d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de sauver cet art. J'ai envie de donner envie aux gens. Et je sais que beaucoup de gens qui suivent ma chaîne ou qui suivent ta chaîne, du coup, vont acheter des comics, donc ça me fait plaisir. Et donc voilà, donc merci d'être venu. Et puis je t'enverrai la vidéo avant à toi pour que tu vois le documentaire. Je vous l'enverrai aux intervenants avant de la mettre en public. Je pense que je la sortirai que la semaine prochaine ou fin de semaine prochaine. Là, je dois faire l'interview avec Max vendredi et je boucle. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette interview avec Comics Guardian. À chaque fois, je suis à 2 doigts de dire ton prénom. Fallait pas me le dire. Tu sais, il y a un truc dans ma tête. En plus, j'adore ton prénom. Je le trouve trop beau. Donc, mais je vous dirai pas c'est quoi les gens. Moi, je sais, c'est tout. Je connais sa face. Je connais son visage. Je connais son cœur. Hein, son cœur d'Asgardien. Je le connais. Oui, toujours. Je fais partie des privilégiés. Écoutez, il faut bien que ça donne des petits avantages, tout ça. En tout cas, voilà, je vais arrêter le broadcast. Merci à tous et à très bientôt sur Geekology. Bye bye, comics.